pour tester ces pays-là. Pour éviter la crise économique, la Grèce se lance donc dans un saut dans l'inconnu. Un pari avec des risques et de multiples incertitudes sur les conditions d'organisation de cette saison touristique, sur la fréquentation cet été et sur les conséquences sanitaires. Des vacances qui font rêver mais qui sont compromises pour de nombreux Français, ceux qui ont perdu une partie de leurs revenus pendant le confinement. D'où cette initiative de plusieurs entreprises du secteur touristique français, organiser des promotions, voire aider à financer les séjours de ceux qui sont un peu justes. Caroline Sins, Chloé Cormery avec notre bureau de Montpellier. Chaque année, un tiers des Français ne part pas en vacances. Qu'en sera-t-il cet été ? 6 millions de personnes pensent renoncer à partir car leurs revenus ont baissé. Les salariés, mis au chômage partiel, ont perdu en moyenne 410 € pendant le confinement. Alors, un collectif d'entreprises lance le 8 juin un site appelé « Retrouvons-nous en France ». Objectif, relancer le tourisme et donner un coup de pouce aux familles modestes. D'un côté, des promotions offertes à tous les Français, comme ici à Nîmes, au pied des arènes. Réservé dans cet hôtel-appartement, comme dans une centaine d'autres en France, reviendra moins cher. Vous êtes ici dans un T2, donc qui est pour 2 ou 4 personnes, donc avec ici un canapé-lit, une chambre, salle de bain. 30% de réduction tout l'été, soit 590 € au lieu de 850 pour une semaine dans cet appartement. Chacun y trouve son intérêt. Nous sommes aujourd'hui fermés, donc on pense qu'on aura un été difficile. Et donc il est important de se donner tous les moyens possibles et de donner tous les moyens aux Français pour pouvoir partir. À chaque réservation, une somme d'argent ira alimenter un fonds pour aider les familles modestes. Les entreprises ont déjà versé 40 000 € à une association. Une aide proposée à cette mère de 4 enfants. Elle va bénéficier de 400 €. Elle n'est pas partie en vacances depuis 2 ans. Parce que ça me revient trop cher. Les séjours, plus le transport, plus la nourriture et tout. Voilà votre maison. 15 jours de vacances dans l'Aveyron pour 400 € au lieu de 800. Vous voyez, pour les plus petits, une petite cour fermée. Financièrement, on ne pense pas spécialement à investir dans un séjour en vacances, alors que là, cette aide, complémentaire aux aides publiques, permettra aux familles de partir en vacances. Donc voilà, une centaine de familles modestes va ainsi partir en vacances cet été. Vous voyez que c'est un peu relaxant pour vous. Et on retrouve Damien Mascret, médecin et journaliste du Figaro, pour répondre à vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume, d'abord, les téléspectateurs s'interrogent justement sur leurs vacances. Et oui, Anne-Sophie, parce que qui dit vacances dit soleil et la plupart du temps chaleur, d'où la question de ce téléspectateur mosellan. Y a-t-il un lien entre la hausse des températures et la baisse des contaminations, Damien ? Bien, c'est vrai qu'on avait déjà parlé de ces températures autour de 8 degrés qui étaient idéales pour le virus, et puis plus on s'en éloignait, moins c'était bien. Et effectivement, l'Académie de médecine vient de mener une étude, elle ne l'a pas encore publiée, mais elle a fait un communiqué, disant qu'on retrouvait effectivement ce gradient et que, notamment en Afrique subsaharienne, eh bien, il semble qu'il y ait une très faible diffusion du virus. Donc méfions-nous, les épidémies ont un dynamisme, mais quand même, c'est encourageant. Vous êtes nombreux aussi, comme Valentine depuis l'Isère, à vous interroger sur la suite d'un des débats qui aura été sans doute l'un des plus virulents depuis le début de cette épidémie. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Que risquent les médecins qui continueront de prescrire de la chloroquine ? Alors, c'est vrai qu'en principe, un médecin n'a pas le droit de prescrire un médicament hors AMM, hors de ses indications, à partir du moment où il existe un médicament pour une maladie. Mais là, il n'en existe pas. Donc, ils peuvent effectivement le faire. Mais quand on fait du hors AMM, ça veut dire que le médecin doit prévenir le patient, que le patient doit donner son accord, et ça reste sous l'entière responsabilité civile et pénale du médecin. Le virus et le vent, a-t-on fait le lien ? Nous demande Ève qui habite Rennes. Alors, il y a effectivement un lien. Vous avez peut-être vu, je ne sais pas si elle a vu cette étude, effectivement, où on peut projeter jusqu'à 6 mètres si le vent est favorable et vous croisez quelqu'un qui éternue sans masque, eh bien, ça peut aller jusqu'à 6 mètres, peut-être même au-delà. Mais alors, en réalité, il faut quand même tenir compte de la dispersion. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a du vent, ça disperse beaucoup. Donc, on n'est pas sûr que ça puisse contaminer quelqu'un. N'affolons pas tout le monde. Il semble que le vent soit plutôt favorable à profiter de la plage.
Damien, on sait que ce qu'on touche avec nos mains, si on les porte ensuite au visage, ça fait partie des principaux risques de contamination. Justement, cette question, avec le recul, sait-on quelle est la durée de survie du virus sur les surfaces? Des études sont-elles réalisées, sérieuses et objectives? Oui, elles sont plutôt intéressantes parce que les Londoniens, notamment en pleine épidémie, ont fait plein de prélèvements dans un hôpital. Ils ont effectivement retrouvé, comme on l'a déjà dit ici, du virus sur plein de surfaces. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'ensuite, quand ils ont essayé de cultiver, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Donc, ce n'était pas du virus vivant. Ça veut dire que les surfaces, apparemment, très rapidement, le virus n'est plus contaminant. Enfin, est-ce qu'une femme enceinte peut transmettre le virus à son enfant? C'est une thématique qu'on a déjà abordée ici, Damien, mais on dispose de nouveaux éléments. Oui, effectivement, une étude à Chicago a montré qu'on pouvait retrouver des anomalies au niveau du placenta. Donc, pas une transmission du virus de la mère à l'enfant, pour des femmes qui avaient un Covid grave, un Covid sévère, mais en tout cas, dans le placenta, des anomalies vasculaires. Donc, c'est une piste qui est étudiée, parce que ça peut être d'autres causes, évidemment. Le conseil aujourd'hui, c'est simplement, si vous êtes au 3e trimestre de la grossesse, en particulier en contact avec du public ou soignante, il faut rester prudente parce que c'est possible, même si c'est rare. Merci à tous les deux. Et vous pouvez évidemment continuer à poser vos questions sur le coronavirus sur le site de franceinfo.fr. C'est un événement planétaire, mais surtout américain. Dans 2 heures, la capsule Crew Dragon transportant 2 passagers doit décoller de Cap Canaveral en Floride, direction la Station spatiale internationale. Cela faisait 9 ans que les États-Unis n'avaient pas lancé de vol habité. Et c'est une entreprise privée, SpaceX, qui en a la charge. Cette reconquête de l'espace provoque un incroyable engouement. Agnès Varamian, Thomas Donzel. Elle est sur son pas de tir, le décompte est lancé. Filmée hier, la capsule où prendront place les astronautes. À Cap Canaveral, le public scrute l'horizon. C'est brumeux, mais je peux la voir. Ce groupe d'amis a installé un campement pour voir et surtout entendre la fusée. C'est tellement puissant, tout vibre, c'est comme une enceinte géante qui hurle à côté de vous, alors que la fusée est à plus de 20 km. La fusée dans la brume du matin. Les Américains ont les yeux rivés sur la météo. Ses fans se préparent à s'approcher en canot pneumatique. Je suis accro, c'est mon 43e lancement. C'est un jour historique de reconquête. Une mission 100% américaine alors que depuis 9 ans, ces astronautes dépendaient des Russes pour aller dans l'espace. Je suis super fier. Maintenir notre indépendance et envoyer des astronautes depuis le sol américain, c'est vraiment important. Ed Geiger a construit lui-même ce télescope. Rien n'est trop beau ni trop grand. La NASA veut installer une base sur la Lune et emmener des hommes sur Mars. On est des Américains, on peut faire ça. On peut retourner sur la Lune, on va mettre les pieds sur Mars. On va s'y promener et même y conduire nos petits 4x4. Donald Trump, qui a fait de l'espace une priorité, doit assister au lancement. Le ciel de Floride est orageux. Il y a maintenant 50% de chances que le vol ait lieu. La décision finale sera prise 45 minutes avant l'heure H, 22h33, heure française. Et nous sommes en direct de Houston, au Texas, avec notre astronaute français Thomas Pesquet, devant le centre d'entraînement de la NASA qu'il fréquente en ce moment. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Vous allez évidemment regarder, surveiller le décollage de la fusée et de la capsule Crew Dragon, car vous pourriez bientôt, à votre tour, l'emprunter pour rejoindre l'espace. Oui, bien sûr, c'est un moment un peu historique pour tout le monde ici aux États-Unis, mais aussi pour nous, la petite communauté des astronautes et des gens qui travaillent dans le spatial. Effectivement, on va croiser les doigts pour Doug et pour Bob, et puis pour la suite, parce que comme vous le précisez, les astronautes européens, c'est sans doute à bord de ces capsules ou de leurs concurrents Boeing, mais toujours côté américain, qu'on va accéder à l'espace, et a priori, moi le premier, l'année prochaine. Alors cette capsule Crew Dragon ne ressemble pas du tout à Soyouz ni aux navettes américaines passées. Non, la ressemblance est quand même assez technique. C'est 2 systèmes de capsules. Mais c'est vrai que par rapport à la navette qui se reposait en planant, là on se repose avec des parachutes. Je pense que le choix il a été fait d'avoir le système le plus sûr possible. Aujourd'hui, on a une chance de perdre la mission et les astronautes qui est de 1 sur 276. C'est calculé évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on sait que le premier lancement de la navette, c'était beaucoup moins. Le moment délicat, c'est évidemment le décollage. On vient d'apprendre que l'écoutille de la capsule SpaceX était refermée et que la fusée était prête pour le décollage. Combien de temps doit-on suspendre son souffle? Combien de temps dure la phase la plus dangereuse?
La phase la plus dangereuse, c'est à peu près 8 minutes pour arriver jusqu'en orbite. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'on prend énormément de vitesse, on prend énormément d'altitude et puis on a énormément d'énergie chimique aussi, donc de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique et de l'énergie chimique. On a des propulseurs, c'est une véritable bombe à laquelle on est attaché. Donc tout ça, c'est le moment le plus risqué, c'est certain. Mais au bout de 8 minutes, on arrive en orbite et là, normalement, on a un peu plus de temps pour réagir. On va tester les systèmes du vaisseau et puis on va commencer à manœuvrer, d'abord en automatique, ensuite en manuel, pour se rapprocher de l'ISS pour, on espère demain, un arrimage, le premier des nouveaux véhicules américains et de nos collègues astronautes. Les Américains sont les seuls à avoir posé le pied sur la Lune et ils comptent bien y retourner. Et vous alors, est-ce que vous en rêvez ? Oui, nous on en rêve, mais on ne fait pas qu'en rêver, puisque tout ça c'est du travail de tous les jours. Donc les Américains ont annoncé un retour vers la Lune à partir de 2024, et ce qui est vraiment très bien, c'est que l'Europe fait partie de tout ça. L'Europe, l'Agence spatiale européenne, on construit, on va dire, la moitié du vaisseau qui va leur permettre de retourner vers la Lune. Donc on est engagé vraiment dans ce projet de station en orbite autour de la Lune et un jour d'avoir des infrastructures sur le sol. On travaille quasiment à plein temps là-dessus en ce moment parce que tout ça c'est des choses qui se font à l'avance. Donc peut-être un jour un Européen, un Français, pourquoi pas, sur le sol lunaire. Évidemment à titre personnel j'aimerais bien que ce soit moi, mais ce qui est important c'est que l'Europe soit à bord de ces vaisseaux-là. Et on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Thomas Pesquet et on croise les doigts pour le décollage qui doit avoir lieu dans 2 heures. Les États-Unis, où la police est de nouveau accusée de comportements racistes et violents. Des policiers de Minneapolis ont été filmés en train d'immobiliser un homme noir en le bloquant à terre au niveau du cou. L'homme qui gémissait est décédé peu de temps après son arrestation. Les images ont fait le tour du pays et provoqué la colère. Le récit de Maryse Burgot. C'est une scène révoltante et difficilement soutenable. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne peux pas respirer. Libérez mon cou, monsieur. Malgré les supplications de l'homme noir à terre, le policier blanc réajuste son genou sous l'œil indifférent de ses collègues. Plusieurs passants révoltés tentent d'intervenir. Il ne résiste même pas. Et son nez saigne maintenant. Il ne respire plus. Vous trouvez ça bien, ce que vous faites là? Les témoins demandent que l'on prenne son pouls. Ils sont de plus en plus indignés. L'homme à terre est désormais inconscient. La scène dure 7 minutes. Le policier libère enfin le cou de George Floyd, 45 ans. Il décédera à l'hôpital. Il n'était pas armé. La police l'avait interpellé et sorti de sa voiture pour suspicion de délit mineur. La vidéo choque l'Amérique. Et Minneapolis, où a eu lieu la scène, est effondrée, mais aussi révoltée. Les 4 policiers ont été limogés sur le champ. Mais le visage de George Floyd symbolise une histoire tragique qui se répète aux États-Unis, celle de la mort d'un homme noir pendant son interpellation par des policiers blancs.